Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des invités du Clémy, qui est donc notre deuxième webinaire sur notre cycle intitulé EMI et stéréotypes de genre. Je vous rappelle que le premier webinaire pour lequel nous avons reçu Sophie GL est disponible en replay sur le site du Clémy. Le prochain webinaire aura lieu le 16 décembre. Nous y recevrons Sarah Viseux, professeure documentaliste de l'Académie de Versailles, qui nous présentera des séquences pédagogiques pendant lesquelles elle a travaillé avec des classes médias et à faire un journal féministe pour essayer de travailler le genre en classe avec des projets EMI. Je vous rappelle dans les actualités du Clémy que nous lançons la semaine prochaine le concours Zéro Cliché. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 25 novembre. Et nous aurons un webinaire de présentation du concours le 1er décembre. Toutes les informations sur notre site. Pour le moment, nous recevons, et je la remercie d'avoir accepté d'être avec nous, qui est journaliste et co-directrice un parcours de journaliste politique, puis s'est orientée vers les enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles, et qui est depuis 2020 responsable éditoriale aux questions de genre, et qui a dirigé en 2023 un ouvrage collectif, MeToo, le combat continue. Et avec elle, nous allons parler ce soir comment les récits médiatiques influencent nos représentations. Donc, nous allons commencer ce webinaire par une question pour pouvoir aborder cette question. Alors, donc, Léna Aigredou, déjà, merci et bonjour d'être avec nous ce soir. Alors, je vois que votre micro est désactivé. Non, ça y est, bonsoir. Voilà. Allô? C'est bon, parfait. Donc, première question pour déjà savoir ce que c'est qu'une responsable éditoriale aux questions de genre dans un média. En quoi consiste ce travail? Ouais, merci beaucoup de l'invitation. Alors, je vais essayer d'être la plus claire et la plus claire possible. N'hésitez pas ensuite à me poser des questions à la fin de la discussion. Donc, responsable éditorial aux questions de genre, donc c'est vraiment la traduction qu'on a essayé de faire à notre sauce à Mediapart des gender editors qui existent dans la presse anglo-saxonne, du moins dans certains journaux. Et on s'était, quand on a créé ce poste il y a 5 ans, directement inspiré du New York Times. Alors évidemment, toute proportion gardée et en toute humilité par rapport à la taille de ce journal, auquel on peut difficilement se comparer en termes d'ampleur et de nombre de journalistes et de nombre de lecteurs et de lectrices d'ailleurs. Donc, on s'est inspiré de cette idée pour essayer de répondre à un constat qu'on a fait à Mediapart et qu'une grande partie de la recherche sur le sujet a fait, enfin même que la totalité de la recherche sur le sujet a fait, à savoir que évidemment la presse est aussi tributaire de biais, de stéréotypes, enfin, ça vous le savez parfaitement. Donc, dans le travail journalistique, ce travail journalistique est évidemment traversé de biais et de stéréotypes. Que ces biais et ces stéréotypes sont extrêmement documentés, c'est-à-dire que ce n'est pas une opinion, ce sont vraiment des faits. Il y a une étude notamment qui est une étude mondiale qui est faite tous les 5 ans, qui est le projet mondial de monitorage sur la place des femmes dans les médias, donc, qui est GMMP, qui montre comment la place des femmes est largement invisibilisée et faite de stéréotypes dans le traitement médiatique partout dans le monde. Je ne sais pas s'il faut s'en rassurer, mais c'est rassurant de savoir que ce n'est pas du tout réservé à la France, mais en tout cas partout dans le monde, et également en France, avec des statistiques qui finalement évoluent assez peu malgré ce qu'on pourrait penser. Donc, c'est fort de ce constat qu'on s'est dit, mais comment on fait pour nous aussi prendre notre part pour mieux faire, en fait, pour mieux faire notre travail. C'est vraiment partie de cette interrogation-là. Comment faire? Quels outils mettre en place dans une rédaction comme la nôtre pour mieux faire notre travail de journaliste, donc pour mieux rapporter les faits, finalement. Et donc, on a créé cette fonction de responsable éditorial aux questions de genre qui recouvre 3 champs d'application. La première chose, c'est un travail de chef de service classique, donc chef de service qui donc s'occupe d'une rubrique en particulier, en l'occurrence les questions de genre. Donc, je coordonne toute la production éditoriale sur le sujet, une grande partie de la production éditoriale sur le sujet dans Mediapart, donc les enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles, mais aussi sur les questions de parité, etc., etc.
Ça, c'est la première chose. Donc, un travail de chef de service classique, donc de coordination de la production éditoriale. Une deuxième fonction qui est la plus différente, plus novatrice, si on veut, de veille sur nos pratiques journalistiques. Première chose, donc par exemple, pour illustrer, veiller à ce qu'on évite les stéréotypes dans l'écriture des articles, veiller à la parité dans les émissions vidéo qu'on peut faire, par exemple, etc., etc. Ou mettre en place ce qu'on a fait, par exemple, deux choses. Une charte de l'écriture inclusive à Mediapart, et deux, un monitoring du taux de masculinité de nos articles, c'est-à-dire une surveillance justement du nombre d'hommes et de femmes, en tout cas se présentant comme tels, dans nos articles. Ça, c'est la veille des pratiques journalistiques. Je peux revenir en détail sur certains aspects si vous le souhaitez. Et la troisième chose, c'est une sorte de référent, en l'occurrence référente, auprès de la direction et des ressources humaines sur les violences sexistes et sexuelles et les pratiques éventuellement discriminatoires qu'on pourrait mettre en place. Donc, c'est vraiment, cette fonction recoupe ces trois champs, de la coordination des pratiques éditoriales, la veille du travail sur nos pratiques journalistiques pour les améliorer, et un travail de référence sur les violences sexistes et sexuelles qui peuvent être commises à Mediapart, ou sur lequel il faut faire de la prévention comme dans n'importe quelle entreprise ou de n'importe quelle structure. Alors, question suivante. Donc, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'orienter votre travail sur la question des violences sexistes et sexuelles? En fait, je pense que c'est une conjonction de plusieurs éléments. C'est-à-dire, d'abord, un journal, il s'inscrit dans une société, il rencontre à un moment cette société. Enfin, voilà, je dis des évidences, mais c'est quand même vraiment important. Un journal, c'est pas une bulle en dehors du monde, en dehors de la société, en dehors du pays dans lequel il est. Donc, il est forcément aussi traversé, encore heureux, par la société dans laquelle il s'inscrit. Je dis ça parce que c'est important. Mediapart est né en 2008. Donc, finalement, est un jeune journal, malgré la place qu'il occupe aujourd'hui dans le paysage médiatique. Et quand ce journal s'est créé, en fait, c'est aussi un moment d'effervescence renouvelée des mobilisations féministes, des travaux sur la question, des travaux universitaires. Je dis ça parce que le travail journalistique, on ne le dit pas assez, on ne le souligne pas assez, il se nourrit aussi, et il doit se nourrir d'ailleurs, des travaux de la recherche sur les médias, évidemment, mais plus généralement de la recherche en général. C'est vraiment important pour nourrir le travail journalistique. Et donc, à tout ce moment-là, il y a vraiment une offre de publication sur les questions et une mobilisation de la société avec des organisations militantes qui se créent, comme, par exemple, Oser le féminisme, mais aussi beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui alimentent des comptes, par exemple, je pense au compte Préparez-vous pour la bagarre, pardon, qui pointe notamment le traitement journalistique des questions de violences sexistes et sexuelles, de violences de genre, etc., et qui interpelle la presse sur son travail. Donc, du coup, c'est fort de tout ça, c'est la mobilisation de la société, les travaux sur la recherche, et aussi des trajectoires individuelles. On était plusieurs à Mediapart à être intéressés par ces sujets, ces questions, à être sensibilisés, à connaître aussi ces sujets, parce que c'est important de les connaître pour bien les traiter, qui fait que, du coup, on a de plus en plus travaillé sur ces questions de violences sexistes et sexuelles. Et puis, donc, je disais, Mediapart s'est créé en 2008. Je vous ai décrit le contexte en dehors du journal. Et puis, dans l'actualité, survient un événement qui, en fait, a une place importante, qui est l'affaire Dominique Strauss-Kahn. On a peut-être oublié, parce que, entre-temps, depuis, il s'est passé tellement de choses, mais en 2011, quand Dominique Strauss-Kahn est directeur général du FMI et est arrêté par la police new-yorkaise sur le tarmac de l'aéroport, dans une scène assez spectaculaire, il est désigné par la majorité de la presse française comme le candidat évident, naturel, entre guillemets, du Parti socialiste, qui va venir battre Nicolas Sarkozy un an plus tard. Mais d'abord, rien ne s'est passé comme prévu. Mais en tout cas, à ce moment-là, il y a vraiment cet événement-là qui, du coup, même pour les journalistes en France et dans l'actualité, vient poser la question des violences sexistes et sexuelles, des VSS, comme on dit parfois en raccourci, de manière très, très forte et avec un traitement journalistique aujourd'hui qui est très intéressant à regarder. D'ailleurs, je le dis en passant, mais il y a un podcast génial qui s'appelle Shame on You, de deux journalistes qui étaient dans les chaînes d'infos
à l'époque et qui faisaient le pied de grue devant le commissariat, le tribunal, le domicile de Dominique Strauss-Kahn et qui ont 10 ans plus tard, enfin plus de 10 ans plus tard, regardé tout leur rush avec un regard critique sur ce travail pour en faire un podcast interrogeant le traitement journalistique de l'affaire DSK. C'est un podcast en plusieurs épisodes que je vous recommande au passage pour celles et ceux qui s'intéressent particulièrement au sujet. Donc, donc tout ça, je dis ça parce que c'est des moments un peu de déclic, je pense, collectif à Mediapart et plus largement quand même. Voilà. Et puis après, on va publier une première enquête en 2016, qui est une coproduction Mediapart France Inter, qui est l'affaire Baupin, donc à l'époque du nom de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, qui est la première enquête de Mediapart d'initiative sur les violences sexistes et sexuelles et la première enquête en France d'initiative sur les violences sexistes et sexuelles. Enquête d'initiative, pardon si je vous dis des trucs que vous connaissez par cœur, mais je préfère dire, parce que parfois il y a des petits jargons comme ça, voilà. C'est des enquêtes qui sont initiées par les journalistes, qui donc ne s'appuient sur aucune enquête policière, de gendarmerie ou judiciaire déjà entamée. C'est-à-dire vraiment des enquêtes qui peuvent parfois déboucher sur des enquêtes judiciaires, mais qui sont au départ des enquêtes journalistiques. Mediapart a souvent défendu ce point de vue, que notre rôle était justement de produire des informations qui n'étaient pas forcément déjà l'objet d'enquêtes judiciaires. Exemple, l'affaire Baupin, exemple, le compte en Suisse de Jérôme Cahuzac, exemple, le début de l'affaire libyenne qui a valu à Nicolas Sarkozy sa dernière condamnation récente, pour laquelle il a fait appel, qui sont à chaque fois des enquêtes d'initiative et pas du suivi d'enquête judiciaire. Et donc, en 2016, on produit cette première enquête qui ouvre en fait un nouveau champ d'enquête dans la presse et qui est aussi tout le produit de ce que je vous disais, du contexte, de l'interpellation de la presse, de la mobilisation féministe, d'un renouveau sur ces sujets, etc. Et puis 1 an et demi après, arrive MeToo, évidemment. Enfin, MeToo, en tout cas, l'affaire Weinstein, qui est aussi une affaire de presse. C'est là où c'est intéressant dans ce moment sur MeToo, sur vraiment comment il y a des allers-retours entre la société et la presse, puisque l'affaire Weinstein, à son commencement, est donc une enquête de presse du New Yorker et du New York Times, qui vraiment sont au cœur de la jeunesse de ce mouvement, qui ensuite prend des proportions immenses dans la société. Mais c'est tout ça qui nous a convaincus de travailler, moi et d'autres, parce que c'était des champs journalistiques qui étaient très peu couverts jusque-là. C'est là où, pour celles et ceux d'entre vous qui travaillent sur ces questions depuis longtemps, vous le savez, la presse a longtemps été réticente à traiter ces sujets et les a en fait sous couvert, c'est-à-dire sous couvert au sens où les a moins couverts que ce qu'ils représentent dans la société en termes de masse, c'est-à-dire en termes de nombre de personnes concernées par ces violences. La presse les a sous couvert parce que, pour plusieurs raisons, les questions de société étaient jugées comme périphériques, en tout cas pas les plus prestigieuses dans la hiérarchie informelle d'un journal. D'ailleurs, souvent, des rubriques souvent occupées par des femmes, donc les mêmes biais se reproduisant. Et puis, par exemple, un célèbre journal d'investigation, qui est le Canard enchaîné, qui est une institution en termes de journalisme d'investigation et d'enquête, a longtemps considéré et fait répéter que le journalisme s'arrêtait à la porte de la chambre à coucher, ce qui aujourd'hui paraît farfelu, au sens où le code pénal ne s'arrête pas à la porte de la chambre à coucher. Mais pourquoi donc le journaliste devait-il s'arrêter là ? C'est parce qu'on faisait en fait une confusion entre des enquêtes sur des violences sexistes et sexuelles et de la vie privée. Et ça, c'est vraiment ça qui a complètement changé, en tout cas, qui a beaucoup changé en l'espace de peu de temps finalement, et qui est un mouvement qu'on a à la fois accompagné, initié, renforcé et puis suivi. Voilà. Pardon si je vous fais des réponses trop longues, je m'en Non, non, pas du tout. Mais du coup, vous répondez à mes questions avant que je les pose. Il n'y a pas de souci. Parce que en quoi le discours médiatique reflète nos biais de société, on vient d'y répondre un petit peu. Alors, vous pouvez développer un peu plus, mais je pense que vous l'avez déjà bien abordé dans la réponse précédente. Et quelle est, selon vous, la part de responsabilité des médias dans le maintien ou la remise en cause de ces biais de représentation ? Même si vous en avez déjà répondu en partie, mais...
Non, mais en fait, c'est toujours difficile d'évaluer l'effet direct d'une couverture médiatique sur la population. Enfin, on le sait, voilà, il y a beaucoup de théories sur le sujet. Entre voilà, l'idée qu'un journaliste dit ça, ça rentre dans le cerveau d'un lecteur ou d'une lectrice et du coup, il se l'approprie comme étant sa propre pensée, est tout à fait discutable. Je pense que plus personne ne pense qu'il y a une sorte de seringue, comme on disait au début du siècle dernier, voilà, qui fonctionnerait comme telle. Mais évidemment, la couverture médiatique, comment les médias s'emparent d'une actualité ou ne s'en emparent pas, a des effets dans la société, comme l'école, comme le champ politique, enfin comme plein d'autres. Mais prend aussi sa part dans la construction du débat public, de ce qui est légitime, pas légitime, de ce qui est intéressant, pas intéressant, etc. Et si on prend donc, sur la question du sexisme de manière générale, dans la violence sexiste, la première de ce continuum de violence, de fait, il y a deux choses. Un, bon, je vous parlais tout à l'heure du monitorage, comme on dit en français, de la presse, donc cette ressource documentaire qui est extrêmement précieuse, donc qui chiffre la sous-représentation des personnes présentées comme des femmes dans la presse. Voilà, c'est entre 70 et 80% dans la presse française, encore une fois, des chiffres très stables d'hommes dans les articles. Voilà. Et les biais, donc évidemment, les femmes sont majoritairement présentées dans la presse comme étant des témoins, des victimes, et très rarement, beaucoup plus rarement, en position de sachant, d'expertes, de responsables politiques. Alors ça reflète en partie la réalité sociale, mais on se rend compte en réalité que ce n'est pas uniquement le reflet pur de la réalité sociale, que la presse aggrave la situation. Exemple, il y a des travaux de recherche qui ont été menés par une équipe emmenée par Gilles Bastin à l'IEP de Grenoble, qui montrent notamment, par exemple, dans le traitement par les quotidiens nationaux de l'actualité politique, que la féminisation des articles, c'est-à-dire le nombre de femmes ou d'hommes cités dans les articles traitant de l'actualité politique, donc que la féminisation de ces articles va moins vite que la féminisation de l'Assemblée nationale. Ce qui montre bien que ce n'est pas juste un problème de reflet de la réalité, mais bien des biais des journalistes, de leur carnet d'adresses, de leur façon de travailler, de comment aussi ils interrogent les politiques parfois pour parler de tout et de rien. Et du coup, parfois, les femmes sont moins à l'aise parce que moins aguerries, moins expérimentées, répondent moins sur tous les sujets que des hommes qui sont habitués à être les porte-paroles plus généraux de leur parti politique, par exemple. Bref, ça fait que du coup, ça montre qu'il y a bien une responsabilité propre à la presse d'aggraver des stéréotypes et des biais et des discriminations qui existent dans la société. Donc, nous aggravons le mal, en fait. Et je dis ça parce que, non, mais je dis ça parce que c'est important d'avoir ce regard critique sur notre travail. Et c'est pas si facile de s'en défaire, évidemment. C'est pas parce qu'on se dit ça que c'est fini. Parce que, voilà, encore une fois, des carnets d'adresses, des gens qui répondent plus facilement, des conditions de production de l'information. Est-ce que vous pouvez être en plateau à 18h30 ? Bah, il se trouve que dans la répartition du travail domestique, très majoritairement, ça fait que encore aujourd'hui, il y a plus de femmes à s'occuper des enfants, à gérer la relève de la nounou, à aller chercher les gamins à l'école ou à faire manger que d'hommes. Et que donc, du coup, inviter quelqu'un à la dernière minute pour un plateau à 18h30, c'est prendre le risque de renforcer ces biais et cette sous-représentation des femmes. Donc, du coup, on aggrave la situation. On a ces biais et ces stéréotypes dans notre travail journalistique aussi. Et donc, c'est là où, quand même, on a cette question de responsabilité qui est la nôtre, puisque, encore une fois, le travail de journaliste est très humblement et en toute humilité le fait de produire de l'information pour le public, d'informer le public en étant factuel, en portant à la connaissance du public des faits, même si aujourd'hui ça paraît presque subversif de rappeler ça, vu l'évolution d'une partie du champ médiatique, mais on est quand même là pour porter des faits à la connaissance du public. Et quand vous invisibilisez une partie de la réalité, vous tordez un peu les faits. Donc, vous ne faites pas tout à fait bien votre travail. Ça, c'est votre responsabilité, au moins de le questionner, de le réfléchir et de chercher des outils pour mieux le faire. Franchement, en toute humilité, parce que ce n'est pas si facile, ce n'est pas si simple. C'est comme quand on dit aux médecins le travail sur la médecine, sur les biais genrés dans la médecine, ou
chez les profs, bah, c'est pas si simple, c'est pas facile de trouver comment on s'en défait soi, comment on défait collectivement des choses, jusqu'où on va, etc. Mais en tout cas, au moins, ce qu'il y a d'y réfléchir et de produire une meilleure information, finalement. Alors, merci beaucoup, effectivement, pour cette réponse sur la responsabilité des médias dans les biais de représentation entretenus. Donc, on parle des choix de sujets, des choix de témoins, des choix d'experts. Est-ce qu'on peut parler aussi des choix des images et des mots, les mots des titres, les images qui illustrent des articles, qui illustrent des reportages? Est-ce que en quoi est-ce qu'ils peuvent contribuer aussi à entretenir ces stéréotypes de biais genrés et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'il y a très peu, si on regarde la une des journaux, dans la visibilisation, bah, c'est sûr qu'à l'image, c'est extrêmement massif. Si on regarde, alors c'est pareil, ça reflète en partie la réalité. Par exemple, si vous avez un article sur le président de la République, bon, là, vous avez un biais qui est lié à la réalité sociale, c'est que la France n'a jamais eu une femme présidente de la République. Donc, du coup, à partir de là, alors, est-ce souhaitable, je ne sais pas, mais en tout cas, à partir de là, vous avez forcément déjà un biais de représentation lié au fait que… Mais il y a plein de moments où vous avez le choix. Et c'est là où, en responsabilité, si on essaye de travailler à faire mieux son travail, vous pouvez faire des choix différents que les réflexes premiers. Exemple, si vous avez un reportage, de vous dire avec des gens interrogés. D'ailleurs, il y a souvent beaucoup plus de femmes dans les reportages que dans les articles sur Emmanuel Macron, ce qui paraît logique. Dans ces reportages où on interroge des gens, donc déjà, il faut que les journalistes eux-mêmes aient fait attention à ne pas interroger que des hommes et à insister auprès des femmes qui parfois disent non, non, mais demandez à mon collègue. Voilà. Donc déjà, les journalistes font leur effort et ensuite, nous, dans l'image, dans la mise en avant, bah, de veiller à choisir l'image où il y a des femmes présentes. Voilà, par exemple, d'avoir ce truc un peu proactif pour corriger le réflexe premier qui est celui d'une masculinité totale parfois des unes, de veiller aussi dans les entretiens, dans les questions-réponses qui portent, où il y a une image de la personne interviewée. Si vous veillez davantage à interroger plus de femmes, en tout cas de rééquilibrer, plus exactement, de rééquilibrer l'offre, bah, vous allez avoir plus de femmes en image. Et alors, il y a une deuxième chose, donc ça, c'est le nombre, si je puis dire, et après, il y a le caractère qualitatif. C'est-à-dire de veiller, par exemple, si pour une fois, vous avez fait un entretien, là, je ne parle pas de Mediapart en particulier, mais en général, pour une fois, vous avez fait un entretien avec une femme, de bien mettre l'image de la personne, pour envoyer le message que des gens sachantes peuvent aussi être des femmes à l'occasion, et éviter des images sexistes. Je dis ça parce que ça arrive, il y a des manières de montrer des images qui sont sexistes. Exemple, moi j'ai travaillé un moment sur une vieille histoire, donc voilà, sur la campagne électorale de Ségolène Royal. Certaines images, certaines photographies de Ségolène Royal candidate à la présidentielle, donc on parle de 2007, c'est presque la préhistoire, étaient clairement sexistes. Aujourd'hui, on ne ferait plus ça, je pense, même plus, ça pourrait encore arriver, mais plus personne ne fait ça, c'est-à-dire avec par ailleurs des images en contre-plongée, qui aujourd'hui, je pense, n'aurait plus lieu. Mais c'est sûr que c'est une vigilance à avoir presque en permanence, hein, parce que ça, voilà, des vieux réflexes peuvent revenir, des erreurs, voilà, l'essentiel, c'est de le reconnaître. Justement, donc en faisant ce lien avec l'évolution qu'on peut constater par rapport au traitement de l'élection présidentielle de 2007 et la campagne de Ségolène Royal, comment est-ce que les récits journalistiques ont évolué ces dernières années pour essayer de voir le verre à moitié plein? Les choses vont mieux. Qu'est-ce qui a évolué dans le bon sens? Mais aussi, est-ce qu'il y a des sujets qui restent plus résistants au changement? Alors moi, je pense que, certaines disent que je suis trop optimiste souvent, mais moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé parce que moi, j'ai 45 ans en toute transparence, donc ça fait déjà maintenant plus de 20 ans que je fais ce métier. Et clairement, rien que le fait qu'on parle de ce sujet aujourd'hui en ces termes, tels qu'on en discute ce soir, bah, c'est quelque chose d'assez différent que dans de nombreuses rédactions. Ces questions soient largement plus discutées, soient davantage traitées dans la presse.
Et puis, il s'est passé MeToo, et il se passe toujours MeToo. C'est-à-dire que c'est quand même un mouvement social mondial dont l'onde de choc n'est pas terminée. Et je trouve vraiment que voilà, que c'est quelque chose qui est toujours en mouvement et qui nous, voilà, mais qui a beaucoup progressé. Et si vous regardez le traitement médiatique de l'affaire DSK, j'y reviens, en 2011, bah, vous verrez, il y a quand même des patrons de rédaction à l'époque, enfin, un patron de rédaction, paix à son âme, qui appelle à, voilà, qui défend le troussage de domestiques. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, dans la discussion et dans le débat public, malgré tout, des choses ont quand même largement progressé. Des journalistes se sont formés sur ces sujets, sur ces questions, produisent de l'enquête et de l'information sur ces sujets, ce qui était encore très, 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 très faible à l'époque. Enfin, à l'époque. Je dis ça comme si c'était il y a 2 siècles, mais non. Voilà, il y a 10 ou 15 ans. Voilà, à la faveur de cette mobilisation de la société. C'est là où la presse, elle est toujours en écho avec la société dans laquelle elle s'inscrit. Je redis. Donc, je pense que ça va beaucoup. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui ont progressé, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a du mouvement, et que moi, je trouve très joyeux, parce que je trouve ça extrêmement joyeux comme journaliste, même si ce sont des sujets parfois difficiles, de discrimination, d'inégalité, de violence, extrêmement joyeux de questionner notre manière de produire de l'information, de travailler, de l'écrire, de la raconter, dans un mouvement qui a aussi une part de joie, au sens où il essaye de faire bouger des structures très anciennes dans la société. Donc, voilà, ça c'est pour la partie positive. Pour la partie plus difficile, je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors peut-être, voilà, ce sera discuté dans la discussion qui suit, mais il y a quand même une offensive d'une partie de la presse, très hostile à ces sujets, à ces questions, en radical désaccord avec ce que je vous dis depuis 30 minutes. Voilà, il faut le dire, c'est-à-dire que ce n'est pas uniforme. Je parle du champ médiatique comme si tout le monde était à Mediapart. Heureusement, ce n'est pas le cas. Heureusement, on a une pluralité de médias en France. Mais dans cette offre, il y a une offensive voilà, des médias appartenant au groupe Bolloré. En tout cas, ça, c'est de manière clairement établie et dite et assumée, extrêmement hostile à ces questions, considérant que ce n'est pas de l'information, ce que je vous explique depuis une demi-heure, mais le wokistan déchaîné, qui impose son agenda, etc. Et voilà, bon, moi je conteste leur rapport aux faits, mais en tout cas, je le dis quand même, ça, et on voit les effets de ça, je pense, en tout cas d'un point de vue journaliste, on le sent, on le voit bien, y compris voilà, dans la manière que ça a de contaminer, c'est pas du tout un joli mot, mais le reste de la presse, voilà, avec le risque d'un petit retour en arrière. Je pense qu'il n'est pas complètement. Je pense qu'on n'y est pas. Je pense qu'on n'est pas souvent. Les féministes parlent de backlash très rapidement parce que c'est historiquement ce qui se produit. Mais je pense que, en tout cas, je pense qu'il y a une résistance très forte. En tout cas, moi, je partage le même terme que vous. Je parle souvent de résistance qu'on ressent, mais de retour en arrière, ça me semble à ce stade exagéré. Et cette résistance, elle se fait, montre, je disais l'offensive politique, idéologique de certains, et puis aussi sur, on en a trop fait, on fait trop, c'est trop. Et de fait, pour ça, il y a toute une partie, y compris de la production littéraire, de débats, enfin littéraire ou d'essais, littéraire, ça me semble exagéré, mais voilà, de beaucoup d'essais sur le sujet, voilà, des avocates, Caroline Fourest, enfin voilà, je les cite pour que vous voyez de quoi je parle, qui théorisent le fait que ça va trop loin, la presse va trop loin, c'est transformé en tribunal médiatique et tout, c'est avec quoi je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, mais je pense qu'il y a encore voilà, cette question-là sur quel rôle de la presse dans cette question, qui paraît un débat intéressant, où il y a des résistances. Et la dernière zone de résistance, pardon, je suis un peu longue, c'est, je pense, certains types de violences, c'est-à-dire, en tout cas dans les enquêtes et dans le travail qu'on mène, je pense pour aller au bout, il y a encore beaucoup de choses sur les enfants, sur les violences intrafamiliales, sur les violences psychologiques, sur lesquelles on a encore beaucoup de travail à faire. Et je disais sur les enfants, voilà, j'ai ma collègue Mathilde Mathieu qui vient de faire des enquêtes sur le périscolaire à Paris. Voilà, il y a encore un effet de sidération. Ah bon, mais c'est incroyable, avec des réactions diverses et variées, différentes institutions, d'information aux parents et tout, sur des sujets qui ne sont pas évidents, hein, mais voilà, je pense qu'on n'est encore pas du tout
au bout du bout de la discussion collective qu'on devrait avoir sur ces sujets. Oui, effectivement. Et du coup, pour essayer d'avancer sur ces sujets, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, être des pratiques journalistiques qui seraient les plus à même de rendre les médias les plus représentatifs possibles de la société? Alors, malheureusement, je n'ai pas de formulaire en ligne. Non, mais il Zut! n'y a pas de. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de recette miracle ni de Oui, trucs prêts à penser. C'est pour ça que je disais que c'est pas si facile. C'est-à-dire, le constat, encore une fois, il est incroyablement partagé. Donc, voilà, les faits, ils sont établis. Maintenant, comment on fait pour les corriger? Bah, c'est pas si simple. Donc, je pense qu'il y a quand même deux choses. C'est déjà, si déjà tous les médias et tous les journalistes avaient en tête ce constat, ce serait déjà une première étape. Donc moi, je pense que c'est déjà une première importance de partager le consensus scientifique, si je puis dire, sur les biais et les stéréotypes qui existent sur ces questions, dans la presse et partout ailleurs. Donc déjà, partageons ça. Donc parlons-en, discutons-en. Moi, voilà, quand on parle avec d'autres confrères et consoeurs journalistes, quand ils nous contactent pour discuter de ça, on essaye de répondre toujours positivement pour partager cette discussion. Je pense que c'est important de partager les ressources documentaires qui existent sur la question. Ensuite, il y a tout un travail d'associations comme l'association de journalistes Prenons la Une, l'association des journalistes LGBT qui s'appelle l'AJL, qui sont aussi des ressources extrêmement importantes. C'est pareil, il ne s'agit pas de prendre des prêts-à-penser voilà, combinatoires, mais qui questionnent le choix des termes qu'on peut utiliser, par exemple. Voilà, par exemple, le mariage homosexuel, je prends cet exemple parce que j'ai un vieux souvenir de la JL, par exemple, qui a contesté l'expression de mariage homosexuel, parce qu'il n'y a pas un mariage hétérosexuel et un mariage homosexuel, d'où l'appellation de mariage pour tous et toutes. Mais, ou par exemple, sur le fait de ne pas utiliser, si je vais donner un autre exemple, dans la charte ça doit être dans la charte de Prenons la Une, mais qui est une préconisation qu'on utilise aussi à Mediapart, de ne pas utiliser le mot abus sexuel, car pour le dire, comme disait une collègue, on abuse du chocolat, mais on n'abuse pas de la violence. Donc, voilà. Je dis ça pour des tips comme ça qui existent, que les rédactions doivent ensuite s'approprier chacune, c'est-à-dire avec ses façons de travailler. Il faut que ce soit diffusé dans les rédactions. On ne peut pas envoyer un mail à 20 journalistes ou à 100 journalistes en disant maintenant, tu n'as plus le droit d'écrire ce mot. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait ce questionnement, etc. Et puis, il faut aussi compter. Il faut compter. Comme pour la parité, finalement, il faut compter. Il faut objectiver son propre traitement. Donc, il faut savoir combien de personnes on a interviewées pour mieux faire, pour changer nos carnets d'adresses, changer nos réflexes. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà quelques trucs. Il y a sûrement d'autres choses. Des formations aussi. Hein. Il faut former les journalistes sur ces questions, comme tout le monde. Voilà. Peut-être d'autres choses, mais... Merci. On va commencer à passer aux questions et aux remarques qui ont été faites dans le chat. On a notamment eu une remarque, et ça, peut-être que vous pouvez nous faire un retour ou voir si cette affaire pourrait être traitée autrement aujourd'hui, serait probablement traitée autrement aujourd'hui. Quelqu'un nous a fait la remarque du traitement édifiant qui avait été fait de l'affaire Quanta et Marie Trintignant. Donc, il y a maintenant presque 20 ans, 22 ans, un peu plus de 20 ans. Qu'est-ce qui a évolué et qu'est-ce qui fait que cette affaire serait traitée de façon très différente aujourd'hui? Ben non, mais c'est un très bon exemple. C'était l'affaire des SK parce que ça s'inscrivait dans le travail qu'on a fait, mais c'est un très bon exemple. D'ailleurs, je recommande à ce sujet les livres de Rose Lavine qui s'appelle Défaire le discours sexiste dans les médias, qui est assez efficace. Et voilà, et qui a notamment fait un article pour la Déferlante qu'on avait, donc la revue féministe qu'on avait repris dans Mediapart, exactement consacré à l'affaire Quanta, parce que le traitement je ne sais pas, même pas ultra dominant, je pense quasi exclusif de cette affaire en 2003, c'était vraiment l'accident. Voilà, c'est-à-dire qu'elle s'était cognée contre un radiateur, donc Marie Trintignant, la thèse en fait, beaucoup développée dans la presse à l'époque, c'était une dispute, de toute façon elle était un petit peu folle, elle avait plein de mecs différents, pardon pour le langage, voilà, plein de compagnons différents, elle s'est cognée malencontreusement contre le radiateur, voilà, tout ça, un récit totalement, en fait, à rebours des faits, puisqu'il y a plus de 30 coups qui ont été portés sur Marie Trintignant.
Mais c'est évident qu'à l'époque, pour quiconque se souvient ce qu'il a entendu ou même ce qu'il a pu penser lui, soi-même, c'est pas du tout l'image qu'on en a eue. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis, c'était l'époque où on ne pouvait pas être un chanteur de gauche engagé contre l'extrême droite, sans doute un peu féministe, et frapper sa compagne. Et c'est là où il y a un problème de connaissance des sujets des violences, qu'il n'y a pas des monstres et les autres, il n'y a pas les gens gentils qui tapent pas et les gens méchants qui tapent, enfin, etc., etc. Tout ça, je pense, a quand même progressé. Enfin, j'espère. Je pense à quand même progresser dans nos consciences aussi, dans nos connaissances de ces sujets. Je dis ça collectivement et pareil, hein, moi, j'étais à l'école de journalisme en 2003. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, j'aurais écrit si j'avais été en rédaction. Hein. Je pense qu'il faut faire ça avec beaucoup d'humilité quand même. Alors j'ai une remarque sur une affaire moins grave évidemment, mais sur les résistances face à l'écriture inclusive. Comment est-ce qu'on aborde l'écriture inclusive dans les médias ou on ne l'aborde pas? Comment on écrit et qu'est-ce qui est porteur de sens dans les représentations genrées avec cette écriture inclusive ou son refus? Ouais, bah alors justement, nous, dans la suite du travail sur questionner nos pratiques journalistiques, on a décidé de mettre en place une charte de l'écriture inclusive qui est par ailleurs publique. On s'est inspiré pour celle-ci du travail fait par la Déferlante avec son équipe de correction. Et justement, en se disant que comment on pouvait réfléchir à nos pratiques journalistiques, et ne pas questionner notre écriture journalistique. Donc, on a mis en place cette charte de l'écriture inclusive qui rappelle d'abord que l'écriture inclusive ne se limite pas au point médian, mais il y a plein d'autres choses dans l'écriture inclusive, notamment l'accord de proximité. Voilà, pour ne donner qu'un exemple, la féminisation des noms. Bah, tout à l'heure, vous me posiez la question sur les titres et tout. Bah, nous, par exemple, on féminise de fait tous les titres, hein, et les fonctions, les professions, etc. Grâce à notre équipe de correction qui est très au fait du sujet, voilà, avec des choix et d'ailleurs qui évoluent dans le temps. Par exemple, on a longtemps écrit autrice, maintenant on écrit auteur. Enfin voilà, d'ailleurs plus conforme en réalité à l'histoire de la langue française, mais en tout cas, voilà, des choses qui peuvent évoluer. Par exemple, maintenant on dit défenseuse, je crois, et plus la défenseur, les défenseuses, en disant bah, pourquoi pas. Enfin voilà, bon, je donne des petits exemples comme ça. Et on utilise le point médian au choix du journaliste, mais qui est un choix extrêmement majoritaire à Mediapart, et qui finalement n'a pas posé de problème, bizarrement. Enfin, bizarrement. Je dis bizarrement au sens du débat public et de la tension et de l'obsession sur cette question dans le débat public. En réalité, ça s'est globalement très bien passé. On ne met pas dans les titres et les chapeaux. Et puis on essaye d'éviter qu'il soit trop rapproché, enfin qu'il y en ait trop, que ça hache trop la lecture. Mais en réalité, ça se passe très bien. Et donc, ça montre bien qu'il y a une part de résistance qui est une résistance profondément idéologique. Voilà, d'ailleurs, c'est assumé comme tel. Enfin, pour ce qui a entendu la chronique d'Éric Neuve sur France Inter, enfin, pas la chronique, l'interview d'Éric Neuve sur France Inter, traitant donc une chercheuse, hein, n'est-ce pas, Julie Neveu, d'instit borné. D'ailleurs, merci pour les instits. C'est devenu une insulte d'être instit. Et instit borné pour, voilà, universitaire, spécialiste de la linguistique. Bon, voilà, ça montre que c'est une résistance politique, en fait. Et juste pour répondre rapidement aussi, rapidement, je pense que c'est pareil, il faut admettre la part d'artisanat et de tentatives et d'essais dans la presse, et qu'il n'y a pas, c'est pareil, c'est pas figé dans le temps. Là, ce qu'on essaye de faire, on essaie de réfléchir à comment mieux faire, mais je ne sais pas ce qu'on fera dans 5 ans ou dans 10 ans, et quel terme on utilisera, et est-ce que le point médian, ce sera toujours un outil pertinent, est-ce qu'on n'aura pas trouvé autre chose d'ici là. Bref, je dis ça aussi qu'il faut accepter que la langue vivante et que son usage dans la presse évolue au fil du temps. Oui, alors bon, pour le point médian de façon spécifique, j'ai quelqu'un qui témoigne dans le chat que pour des bons lecteurs, ça pose pas de souci à la lecture. C'est sûr que avec un public d'enseignants qui a des enfants en apprentissage de la lecture, voire en difficulté de lecture, voire un public dyslexique, les choses sont un peu différentes. Mais voilà, le point médian existe, est un outil parmi d'autres et n'est pas le seul outil de l'écriture inclusive. Autre question du chat, comment expliquez-vous l'évolution de Caroline Fourest dont vous avez parlé tout à l'heure? Alors, je ne veux vraiment pas parler, je ne sais pas.
Je serais bien incapable de l'expliquer. Non, mais je pense, bon, bah, donc, je sais pas, effectivement, elle a dirigé, elle a été militante féministe pendant très longtemps. D'ailleurs, elle se présente toujours comme telle. Maintenant, elle dirige une rédaction, puisqu'elle est directrice de la publication Franc-Tireur. Voilà, elle avait une association pro-choix, un journal, enfin voilà, donc tout ça était très fort dans son engagement politique et militant, et je pense que peut-être pour une partie des gens, aujourd'hui, ses positions surprennent. Bah, je pense que ça correspond, j'essaie de le dire avec le plus d'honnêteté clairement possible. Je pense que c'est toute une partie de la gauche française et d'une petite partie du mouvement féministe qui considère que la lutte contre les violences et que MeToo et aussi son aspect parfois intersectionnel, donc de croiser les luttes voilà, en raison du genre, de la race, de la classe, et une sorte de déviance voilà, du mouvement féministe et que d'un mouvement extrêmement victimaire et qui s'éloigne des vrais sujets, des vraies questions comme les inégalités de salaire ou que la lutte pour les droits des femmes en Iran ou contre l'excision. J'essaye de le dire. Voilà, je pense que c'est ça leur trajectoire politique. Voilà. J'imagine que c'est ça. Ouais. Alors, une autre question. Vous parliez de vos années de formation en école de journalisme, de ces formations qui évoluent, de la formation des journalistes en rédaction à ces questions-là. Et qu'en est-il de la formation à ce sujet dans les écoles de journalisme aujourd'hui en 2025? Alors, c'est une bonne question. Donc, à mon époque, il n'existait rien du tout. Aujourd'hui, ça dépend un peu des écoles, ça dépend un peu de la bonne volonté des directions de ces écoles. Et donc, il y a en général des formations qui existent, en tout cas au moins une approche sur les questions de stéréotypes et de biais. Sur le traitement et la couverture des violences sexuelles, je crois que c'est quand même encore très microscopique, ou en tout cas insuffisant. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs journalistes qui sont très investis sur les questions de formation, qui estiment que c'est largement insuffisant aujourd'hui. Et par ailleurs, les écoles de journalisme sont aussi des lieux de résistance. Hein. Pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, c'est des endroits où c'est pas forcément facile de questionner les pratiques journalistiques, de réfléchir aux pratiques journalistiques. Bon, évidemment, je fais une généralité, c'est pas partout pareil, ça dépend des années, enfin, voilà, mais c'est quand même un lieu qui n'est pas évident. C'est des écoles voilà, très, j'allais dire, auto-centrées parfois, mais qui se regardent beaucoup elles-mêmes, qui fonctionnent de manière assez clanique parfois, qui nous apportent aussi beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai beaucoup appris en école de journalisme, mais bon, ce n'est pas forcément des écoles très ouvertes parfois à la question de la pratique, et c'est pas des écoles où le risque de violences sexuelles commises sur les étudiantes était extrêmement élevé, entre étudiants et aussi des formateurs sur les étudiantes. C'est pareil, ça a bougé, ça change et tout, mais ça ne s'est pas fait sans peine. Alors oui, mais ça me fait parce que moi ça fait résonner un certain nombre de choses, notamment le fait que sur d'autres sujets, les écoles de journalisme sont plutôt pionnières, par exemple pour tout ce qui est du traitement de la crise climatique et de comment raconter le climat, de comment donc sur certaines questions il est possible d'évoluer et sur d'autres, du coup, on rencontre des résistances. Non, mais ça a évolué quand même. Hein, je pense. Je ne Oui, vais pas dire que ça n'a d'accord, pas évolué. Ce que je veux dire, c'est que ça a beaucoup évolué. Voilà, mais il faut dire ça partait de très très loin. C'est ça que je veux dire. On a parfois l'image. d'accord. Pour le dire vite, l'image parfois du bizutage en école de médecine ou ou les écoles de commerce comme étant des lieux très virilistes, très voilà, avec une culture très très viriliste, voilà. Bah, les écoles de journalisme, c'était pas très loin. C'est ça que je voulais dire en fait, dans la culture professionnelle, était quand même vraiment pas du tout évident de parler de ces questions. Et ça progresse, mais encore une fois, des jeunes étudiantes, avec la radicalité qui va avec les jeunes étudiantes d'aujourd'hui sur ces questions, ou même des jeunes étudiants, vous direz que ça leur semble encore largement insuffisant. Alors, je vois que quelqu'un nous a mis comme petite remarque dans le chat, je pense qu'un peu par provocation, il y a même une école de journalisme qui vient d'être créée par Pierre-Édouard Stérin, je crois. Tout à fait. Je Moi, ne je suis suis pas pas sûre que sûre ce soit... voilà, qu'ils aient mis beaucoup de formations en place. Non, pas sur ces questions-là, peut-être sur d'autres.
On a quelqu'un qui nous a également, pour revenir sur le traitement de l'affaire Kanta, qui nous parle du dernier livre de Natacha Apana sur le traitement médiatique de l'affaire Shahinez Daoud, avec des articles qui parlent davantage du coupable plutôt que de la victime et des raisons de son féminicide. Donc, pour ceux qui voudraient aller vers une ressource plus récente que l'affaire Kanta, qui certes a maintenant 22 ans. Et pardon, si je peux Oui, juste, oui, me fait bien sûr. penser cette remarque que je trouve très intéressante. En fait, c'est un peu aussi, si on regarde le comparatif, si on regarde l'année dernière, entre la couverture médiatique du procès Mazan, extrêmement fort, qui a eu un effet extrêmement fort, bon voilà, évidemment par la gravité des faits, par les preuves vidéo, par plein de choses, et par la personnalité de Gisèle Pellico, donc tout ça, c'est totalement compréhensible, mais une focalisation médiatique extrêmement forte, parce qu'en fait, il y avait 51 hommes dans le box des accusés, versus le traitement médiatique de l'affaire Joël Le Squarnec, donc le nom de ce chirurgien, où il y avait 299 victimes et un auteur. Et peut-être c'est aussi cette focalisation sur l'homme, le coupable, les raisons de son crime, etc., qui explique le fait qu'il y ait eu autant de gens à s'intéresser à Mazan, et de journalistes, là je parle, en tout cas si je prends les journalistes, autant de journalistes à s'intéresser à Mazan, et aussi peu de journalistes à s'intéresser à l'affaire Le Squarnec. Alors là, c'est peut-être aussi, il y a les journalistes impliqués, mais il y a aussi les consommateurs d'informations, puisque au final, les articles sont faits pour être lus. Donc là, il y a des pratiques peut-être à revoir de notre côté à nous et interroger nos pratiques en tant que consommateurs d'informations pour savoir quels sont les sujets qui sont vendeurs, parce qu'on en revient toujours par là. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions qui arrivent dans le chat. Donc, je vais vous remercier à toutes et à tous d'être venus avec nous ce soir. Un grand merci à vous, Lénaïque, d'avoir accepté cette invitation. Je suis désolée pour les soucis techniques au début. Le webinaire a mis un peu de temps à démarrer, mais c'était passionnant. Donc, Merci voilà. à vous, hein, puis bon courage. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée et je vous donne rendez-vous donc le 16 décembre avec le dernier webinaire de ce cycle pour lequel nous retrouverons Sarah Viseux, professeure documentaliste, qui nous présentera des projets qu'elle a menés avec ses élèves pour parler stéréotypes de genre et faire de l'EMI avec ses classes, ce qui vous permettra de pouvoir préparer le concours zéro cliché. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne soirée.